2018. Cela fait désormais 100 ans que la Grande Guerre a sévi sur les terres du nord de la France. 4 ans de mort, 4 ans de désolation. Jamais aucun conflit auparavant n'avait été si destructeur, si meurtrier. L'Aisne est le département le plus touché en ce qui concerne la destruction du patrimoine. Dès 1914, le territoire est touché par le conflit, avec la première bataille de la Marne du 5 au 12 septembre, puis celle de l'Aisne du 13 au 28 septembre. Par la suite, s'installèrent 3 ans de guerre de tranchées organisées sur les différentes lignes du front. Le département est alors une zone neutralisée pour les combats. La défaite française est envisagée. De nombreux Parisiens commencent à quitter la capitale. Seulement, les troupes alliées tiennent bon, et les Allemands préparent une attaque décisive. Cependant, le général Foch, tout juste nommé général en chef des armées alliées, ordonne début juin la préparation de la contre-offensive et fait passer la France de l'espoir à la victoire. Le 3 mars 1918 est signé le traité de paix sur le front est européen entre la Russie et les empires centraux allemands et austro-hongrois. Les forces allemandes sont donc appuyées par 50 divisions rentrées de Russie qui sont déployées sous le commandement du général Ludendorff. Sous sa direction, l'armée de l'Empire va tenter une série de 5 offensives, qu'elles soient décisives avant l'arrivée des troupes américaines. La première d'entre elles commence au matin du 21 mars 1918. C'est le début de l'opération Michael. Son but est de réaliser une percée vers les ports de la Manche afin de bloquer le ravitaillement britannique. Une deuxième est organisée le 9 avril. 14 divisions allemandes attaquent les Flandres vers Calais. Après 20 jours de combats acharnés, les Alliés brisent cette offensive. Le 27 mai, une attaque furtive et en nombre est orchestrée au chemin des Dames. Cette attaque a des conséquences dramatiques. Le chemin des Dames est perdu en quelques heures. Le lendemain, les Allemands prennent Fismes. Le 29 et 30, Soissons et Château-Thierry tombent aux mains des ennemis. Les troupes de Ludendorff sont désormais à moins de 100 km de Paris. Ce conflit marque le premier engagement des chars Renault FT le 31 mai à Chaudun. La quatrième offensive se déroule le 9 juin. L'armée ennemie charge la ligne française entre Montdidier et Noyon. Le 11, le général Mangin engage une contre-offensive efficace qui repositionne les Français à leur position de départ. Ludendorff arrête les opérations. À partir du 15 juillet, l'armée impériale tente sa dernière offensive de grande ampleur, la Friedensturm, ou assaut pour la paix. Cet assaut de 3 jours marque un échec fort des troupes allemandes, stoppé à chaque tentative. 3 jours après la victoire défensive de la 4e armée française le 15 juillet, le général Foch décide de réduire la poche de Château-Thierry pour mettre fin à tout espoir allemand de marcher sur Paris. Les généraux Mangin, Degout, Demitry et Berthelot sont alors tenus de mener la contre-offensive alliée. Le 18 juillet, à 4h30 du matin du côté de Villers-Cotterêts, le général Mangin, du haut de son observatoire, lance la 10e armée à l'assaut des lignes allemandes. Avec la 6e armée du général Degout, un front de 55 km entre Bourré-chez-Pernand est couvert afin de reconquérir le terrain perdu lors des différentes offensives des troupes de Ludendorff. C'est alors un véritable raz-de-marée qui se trouve sur le champ de bataille. 345 chars pour l'armée Mangin et 150 pour celle de Degout. Appuyés par l'aviation française et britannique, les troupes alliées effectuent une percée remarquable. À gauche, la division marocaine dépasse Chaudun et les Américains s'emparent de Vierzy. À la fin de cette journée seule, on dénombre déjà plus de 12 000 prisonniers ennemis. Le 19 juillet, l'assaut commence à 4 h du matin. Malgré la résistance de nouvelles divisions allemandes, sur le reste du front les troupes alliées avancent, et la 10e armée française dépasse le Plessis-Huleux, tandis que la 6e armée française enlève Neuilly-Saint-Front et prend le plateau de Priez. Cet axe Château-Thierry-Soissons retrouvé permet de bloquer le ravitaillement des troupes du Kaiser sur le flanc de la Marne. Le jour même, le 1er bataillon du régiment d'infanterie coloniale du Maroc du commandant Doré, avec l'aide de la 2e division américaine, s'empare de Parsitigny. Le lendemain, afin d'éviter la perte des troupes engagées dans la poche de Château-Thierry, Ludendorff envoie 5 nouvelles divisions pour combattre la 10e armée. Cela n'empêche pas les troupes de Mangin d'avancer jusqu'à Arteneto, mais ne peut dépasser Ouchy-Château, où l'opposition reste forte de la part des ennemis. Le 21 juillet, les troupes menées par le général Degout entrent dans Château-Thierry et repoussent de plus en plus l'armée de von Böhm. Au soir,
La 6e armée a progressé de plus d'une dizaine de kilomètres. On décompte 20 000 prisonniers allemands, plus de 400 canons et 3 300 mitrailleuses capturées. L'armée allemande est épuisée à tenter de résister aux assauts alliés. De plus, la reprise des axes logistiques oblige Ludendorff à battre en retraite de la poche de Ferrand-Tardenois, ne pouvant plus ravitailler ses hommes dans cette zone. Les 24 et 25 juillet, les deux Oulchy, Oulchy-le-Château et Oulchy-la-Ville, sont repris par les 23e régiments d'infanterie française et la division française du général Roy-Bourdeville. Les 25 et 26 juillet marquent également la bataille sur les hauteurs de la butte Chalmont, entre Oulchy-le-Château et Beugneux. C'est une victoire décisive qui repousse l'ennemi en dehors de la vallée de l'Ourcq vers les poches du Tardenois. En conséquence, l'armée Mangin reprend Buzancy, celle de Degout traverse Ferrand-Tardenois et les divisions de Berthelot dépassent Villers-Tardenois. Début août, dès le 1er, les régiments français reprennent Artennes, point stratégique sur l'axe Château-Thierry-Soissons, malgré une très forte résistance ennemie sur le lieu. Le soir même, la 10e armée atteint sur le front la ligne Grand Rozoy-Cramail. C'est d'ailleurs dans cette soirée que la division de Manviel reprend Cramail. Toutes ces victoires précipitent la retraite allemande. La poche de Château-Thierry est alors très réduite et la voie ferrée Paris-Strasbourg est de nouveau accessible. La seconde bataille de la Marne est alors finie et ce succès allié est retentissant au lendemain des plus grosses offensives ennemies. Lors de ce conflit, il y aura au final 125 000 hommes disparus côté allié et 168 000 pour les Allemands. Cette bataille est vue a posteriori comme un des tournants de la Grande Guerre. C'est elle qui permit de reprendre le dessus sur les troupes allemandes, très proches de Paris et donc de la victoire. Il faut désormais finir cette guerre. Et la suite des opérations voit donc l'optimisme d'y mettre un terme avant 1919. Entre le 8 août et le 11 novembre 1918 eut lieu l'offensive des 100 jours. Ferdinand Foch, désormais maréchal de France depuis la victoire de la Marne, estima qu'il était temps pour les forces alliées de repasser à l'offensive, ayant ressenti l'affaiblissement et la démoralisation ennemie. Le maréchal Haig, commandant des troupes britanniques, propose à Foch de passer à l'offensive du côté de la Somme. Lieu important de la coopération militaire franco-britannique et terrain propice à l'utilisation des tanks, qui ont fait si mal aux ennemis durant la bataille de la Marne. Ces attaques se montrent très efficaces, et l'avancée des Alliés devient irrésistible. Les Allemands se retranchent derrière la ligne Hindenburg, réseau de tranchées de près de 160 km de long, afin de fortifier leur position de manière défensive dans le nord et nord-est de la France. Cette ligne fut l'objet d'une des plus grosses batailles de l'offensive des 100 jours à partir du 18 septembre 1918. Au 5 octobre, les troupes britanniques ont alors brisé la ligne Hindenburg sur toute la longueur de son front. Les Allemands se retrouvent alors sans défense, essuyant défaite sur défaite et sont contraints au recul jusqu'aux frontières françaises, abandonnant tous les territoires conquis depuis 1914. Cet effondrement de la défense pousse alors le haut commandement allemand à accepter de négocier la fin des combats et à accepter la défaite de l'Empire. Au 7 novembre, Matthias Erzberger, représentant du gouvernement allemand, se dirige vers la Capelle, afin de préparer les négociations de l'armistice. La délégation se rend lors de la nuit du 8 novembre à Ternier, à 3h45 du matin, où les attend un train spécial qui les mène vers un lieu tenu à leur secret. En ce jour, c'est le caporal Pierre Sellier qui est le premier à sonner le clairon du cessez-le-feu. Les plénipotentiaires sont reçus alors à la clairière de Retonde dans l'Oise, non loin de la gare de Retonde, où ils rencontreront le maréchal Foch. Les batailles se poursuivront jusqu'au 11 novembre 1918, jour où l'armistice est signé. Le cessez-le-feu est décrété à 11h. À 11h30, les plénipotentiaires allemands quittent Retonde afin de repartir vers Ternier, où ils retrouveront leur véhicule. Afin de transmettre les documents et ordres, le capitaine allemand von Geyer se rend en avion au grand quartier général allemand et part de l'aérodrome de Ternier à 12h30. Parmi les dernières victimes, nous pouvons citer Augustin Trébuchon du 415e régiment d'infanterie tué 10 minutes avant l'armistice, ou encore le soldat canadien George Lawrence Price tué 2 minutes avant l'arrêt des combats.